plusieurs attaques contre notre système de retraite de manière générale, notre système de retraite solidaire et par répartition, et contre notre régime spécifique, et notamment contre la reconnaissance en catégorie active de certains grades pour lesquels jusque-là la pénibilité des métiers et des exercices était reconnue et compensée par une possibilité de départ en retraite anticipée. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler, l'âge de la retraite c'était 60 ans repoussé à 62. Pour les catégories actives, c'était 55 et elles sont passées à 57 ans. Au-delà de cette attaque sur la durée générale du temps de travail, il y a eu une attaque aussi plus particulière sur les grades de la fonction publique hospitalière, donc pour les infirmières, pour les kinés, pour les manip radio, plus récemment pour les assistantes sociales auprès des patients, et elles ont donc perdu, toutes ces collègues, la reconnaissance en catégorie active pour celles qui entraient dans la profession et pour toutes celles qui étaient déjà dans la profession et qui passaient en catégorie A, donc en échange d'une très mince revalorisation salariale. Le véritable problème, c'est que ces collègues, elles ont toujours un exercice pénible. On peut même se dire qu'aujourd'hui, les conditions de travail se dégradent encore à l'hôpital public puisqu'on a de graves problèmes d'effectifs. On sait qu'il y a énormément de suppressions de postes qui ont eu lieu ces dernières années. On estime quand même qu'il manque 100 000 emplois à l'hôpital public dans le pays. Donc ça a forcément des conséquences sur la santé de toutes ces collègues qui, avec un travail qui s'intensifie, aussi bien en rythme de travail qu'en charge de travail au quotidien. Donc l'invalidité progresse, les accidents de travail, l'absentéisme progresse. Moi je le vois au CHUDIL au travers, y compris des bilans sociaux qui sont produits par la direction, donc pas forcément, pas par la CGT mais par la direction, qui sont des chiffres objectifs. Entre 2017 et 2019, on a un triplement des retraites pour invalidité au CHU de Lille. Je pense que c'est pas propre au CHU de Lille, c'est des données aussi qui se reproduisent au niveau national avec un focus particulier sur le corps et le grade des aides-soignantes puisque ce sont les principalement touchés par ces retraites pour invalidité. Donc avec des collègues qui ne sont pas en capacité physique de pouvoir terminer leur carrière à l'hôpital public, qui partent en retraite pour invalidité. Alors déjà, pour une carrière complète à l'hôpital public, les niveaux de pension sont déplorables. Ils sont en rapport d'ailleurs avec le niveau de salaire des agents. Mais en plus, quand vous ne pouvez pas partir avec une carrière complète, imaginez bien que les niveaux de pension ne permettent pas de vivre dignement alors qu'on n'a plus la santé pour travailler et que cette santé, elle a été sacrifiée pour assurer les missions de service public. La CGT se bat pour améliorer les conditions de travail de tous les agents. Pour conserver et regagner la reconnaissance de la pénibilité de nos métiers, je vote CGT du 1er au 15 mars prochain aux élections CNRACL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour. Déjà le 16e. Eh oui. On s'accroche ? On lâche rien. Merci de votre fidélité. Voilà, donc effectivement le 16e. En entrée, vous avez eu un petit reportage sur le vote à la CNRACL, il faut le dire intelligemment et petitement. Très important pour tous les fonctionnaires d'aller voter. Et puis maintenant, place aux toutes images. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse de la CGT portant sur les enjeux de l'industrie dans notre pays. Il y a des entreprises qui sont menacées ou qui sont fermées, qui pourraient réouvrir dès demain à condition qu'on force la main aux propriétaires. Voilà, nous avons des tas de propositions très concrètes pour la création de dizaines de milliers d'emplois. Mais le quoi qu'il en coûte, ça veut rien dire. C'est où va l'argent qui coûte aux contribuables. Si les aides aux entreprises servent à financer les plans de restructuration, c'est pas comme ça qu'on va développer l'industrie. Or, on a des exemples dans l'automobile, dans l'aéronautique et bien d'autres secteurs où les milliards ou les millions qui sont donnés aux entreprises servent à financer des plans de restructuration. L'exemple le plus parlant, c'est Sanofi. Sanofi avait vendu ses vaccins dès le printemps dernier aux Américains. Vous vous rappelez de la polémique, pourquoi les Américains avant nous? Moi, ce que je constate et ce que nous constatons tous, c'est que pour l'instant, Sanofi ne sait pas faire de vaccins. Pourtant,
il touche des aides publiques et il y a un nouveau plan de licenciement chez Sanofi, notamment chez les chercheurs et parmi les ingénieurs. Donc il faut de la transparence dans le quoi qu'il en coûte. Là, c'était un endroit un peu symbolique à côté du ministère de l'économie et de la relance. Ce qui est envisagé, c'est en lien avec les fédérations et les régions, d'avoir des initiatives au plus près des réalités et des besoins industriels. Et donc, je l'ai cité tout à l'heure, ce qui a été fait par exemple dans l'Aveyron dimanche dernier, où 3000 personnes se sont réunies un dimanche après-midi pour défendre le poumon économique de la communauté d'agglomération. Mais je pense que ça peut être renouvelé. Donc on a des projets sur la filière de l'industrie de l'imagerie médicale, sur ce qu'a dit Laurent Brun, sur le développement du ferroviaire, par exemple, sur les cartes à puce. J'ai cité Pont-de-Mer. Voilà, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une initiative par mois en territoire, en lien avec les professions, sur ce thème de l'industrie et de l'emploi industriel. Juste un mot, Madame Floren. Très rapide. Il faut dire à Monsieur Macron une chose. En pleine pandémie, il faut pas de fermeture de lits. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'hôpital Grand Nord qui se construit à Saint-Ouen, c'est la fermeture de Bichat et Beaujon et c'est la fermeture de 300 lits. Personne ne comprend que sur l'ensemble du territoire, en pleine pandémie, des lits sortent. Comme je n'ai pas le plaisir de le rencontrer, faites-lui passer le message. Les bureaux d'embauche initiés et organisés le 2 février 2021 en lien avec l'USD, la CGT du CHU de Nice et l'Union locale de Nice ont été un véritable succès dont les échos retentissent bien au-delà de la ville de Nice et du département où des initiatives similaires ont été organisées. Lors de cette journée, ce sont près de 120 CV et lettres de motivation qui ont été récoltés par la CGT. Cette initiative démontre avec force la légitimité des revendications portées depuis le début de la crise sanitaire par la CGT et l'ensemble des personnels soignants maltraités par les politiques d'austérité des gouvernements successifs. Le besoin en matière de recrutement, de formation et de rémunération de personnel au sein des hôpitaux est un enjeu crucial pour toute la population. La santé comme l'éducation sont des piliers fondamentaux et indispensables des services publics. Ils ne sont donc pas la variable d'ajustement financier d'un système capitaliste vorace, brutal et immoral quand on mesure la souffrance provoquée par la politique actuelle. Ce gouvernement irresponsable qui engageait hier la population à applaudir au balcon nos soignants tout en leur remettant des médailles sur le refrain hypocrite du « quoi qu'il en coûte », continue aujourd'hui, coûte que coûte, sa casse de l'hôpital, en fermant toujours plus de lits et en embauchant toujours moins, alors que les besoins sont de plus en plus grands dans cette dramatique période. Dans notre journal la semaine dernière, nous parlions du combat de la SAM. La SAM, c'est une société qui travaillait pour Renault et qui était en train d'être lâchée par Renault. Alors pour étayer leur combat, on va vous donner quelques chiffres. Voilà, en 2004, en France a été fabriqué 3 300 000 voitures. En 2019, le chiffre est tombé à 1,8 million. La part du Made in France dans le nombre total de véhicules construits dans le monde, pour PSA, ça représentait 59% en 2005, plus que 32% en 2019. Et alors pour Renault, on était à 47% de Made in France en 2005, on est tombé à 10,5% en 2019. Alors, bien évidemment, l'emploi, en 2004, 330 000 salariés, en 2019, plus que 200 000 salariés. Pour être complet, il faut passer aux actionnaires. Parce que le coût du capital, finalement, plombe l'automobile. À titre d'exemple, quand la masse salariale est divisée par 4, les dividendes des actionnaires sont multipliés par 20. Je dis bien par 20. Et pour finir, chez Renault, depuis 2013, 4 milliards 800 millions d'euros ont été distribués aux actionnaires. Mais la crise en cours fait qu'ils vont vite quand même chercher de l'argent public parce que l'actionnaire, lui, il a les poches pleines et il ne sort pas d'argent. Là encore, on revient sur une information qu'on vous donnait la semaine dernière par rapport à Carrefour qui avait fait des records historiques au niveau de son chiffre d'affaires, y compris au niveau de son bénéfice.
Eh bien, la CGT Carrefour a décidé de manifester ce vendredi 5 mars devant le siège à Massy, au siège social, parce qu'en fait, Carrefour annonce, entre autres, la continuité du plan de cessation d'activité pour un certain nombre de salariés, mais y compris va mettre en location-gérance un grand nombre de magasins, d'hypermarchés et de supermarchés. Depuis le 4 mars 2020, la culture est en berne. Aussi, la Fédération CGT du spectacle a décidé que le 4 mars 2021 serait commémoré cette date, cette triste date. Voilà. Aussi, de grandes manifestations vont être organisées en France. L'une d'entre elles aura lieu à Marseille, devant l'hôtel de ville. Venez nombreux, la culture a besoin de nous. Juste après les brèves, on vous présentera un reportage sur la bataille contre la fermeture de la Poste à Lavera. C'est un petit quartier de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Et on voudrait vous donner des nouvelles de la Poste quand même, parce qu'elle ferme des bureaux de poste de partout. Et notamment, elle vient d'en fermer un à côté de Martigues, à Lamède, un quartier de Châteauneuf-les-Martigues. Mais la Poste, c'est quoi? La Poste, c'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, 3,3 milliards d'euros en 2020. Voilà la réalité des chiffres. Et en attendant, elle pleure la misère, la direction pleure la misère, et en plus, elle demande aux facteurs, désormais, qui distribuaient 6 jours sur 7, de ne plus distribuer que 5 jours sur 7. La continuité du service postal est remise en cause. Du 22 mars au 4 avril se tiendront les élections des très petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 11 salariés. Dans votre intérêt, dans l'intérêt collectif, allez voter. Allez voter pour vos élus CGT. Et si d'aventure vous votez CGT et que la représentation soit forte, à ce moment-là, au prud'homme, vous n'en serez que mieux défendu. Je vous en parlais tout à l'heure dans les brèves. On a un reportage justement sur la bataille contre la fermeture de la Poste à Lavera, à Martigues. C'est une des rares batailles qui se mènent avec le maire communiste de la ville contre cette fermeture-là. Entre-temps, juste avant, dans les annonces, on apprend que le 1er mars, la Poste de Lamède, donc un quartier juste à côté de Martigues, à Châteauneuf-les-Martigues, vient de fermer, y compris le maire souhaiterait y compris démolir la Poste pour ne plus qu'il y ait d'offre postale. Enfin, l'offre postale a été transférée dans un magasin. Voici le reportage et la bataille contre la fermeture de la Poste à Lavera. On peut mesurer la différence entre un service public et une société privatisée comme celle de la Poste. Avant, le service public, c'était tous les citoyens ont droit au même service, où qu'ils soient. À présent, on nous dit que bien sûr, il y a des services qui sont plus rentables, et comme maintenant sont apparus les actionnaires à la Poste, il faut bien les rétribuer. Pour cela, on a fait la différence entre ce qui est rentable pour la Poste et ce qui ne l'est pas. Si ce n'est qu'avant d'acter ces fermetures, on vide les bureaux de poste de tout leur contenu. C'est-à-dire sur Lavera, ça fait longtemps que vous êtes obligé d'aller chercher vos paquets à Jonquière, vous ne pouvez plus envoyer de l'argent, et pour en déposer, c'est très compliqué. Je crois que nous sommes les seuls dans le département des Bouches-du-Rhône à résister encore contre les décisions de la Poste de fermer des bureaux ici ou là. Il me semble, je parle sous votre contrôle, voilà, je crois que c'est en effet le cas. Et nous allons continuer à défendre ce service public de la Poste parce que nous sommes convaincus que le service public et les usagers, pas les clients, les usagers qui le fréquentent cherchent tout simplement avec un service public, je le dis et je le répète, Francis l'a dit, la qualité d'un service. Évidemment la proximité, mais la qualité de ce service. Nous pensons aussi que les services publics, surtout dans des temps de pandémie comme celle-ci, où l'appauvrissement des plus pauvres continue à s'accentuer et l'enrichissement des plus riches continue aussi à s'accentuer. On va être étonné de voir, lorsqu'on sera sorti de la pandémie, combien les plus riches, or je ne parle pas d'individus là, je parle de grandes sociétés, quoique il y a de grands actionnaires aussi, voilà, bien sûr, on va être étonné de voir comment et combien ils sont retombés sur leurs pattes et ont encore accru leurs revenus, voilà, de ce capital que nous défendons par le travail et par les services publics.
Les services publics, pour nous, sont un gage d'égalité, de démocratie dans une république. La Poste, elle a un seul objectif, c'est diminuer ses coûts. Donc si la mairie peut prendre des coûts à sa charge, ou que ce soit la Poste, et que les bénéficiaires restent à la Poste, c'est son seul objectif. Une fois qu'on a compris ça, le reste, c'est pas la peine d'épiloguer très très longtemps. La Poste, elle, il y a une position de travail là, elle le supprime et c'est la mairie qui la récupère. Et le loyer ne le paye plus. C'est tout. Et pour ça, elle organise. Alors, monsieur le maire l'a dit, Châteauneuf-les-Martigues, le bureau de la Bled, il a fermé. Et c'est le commerçant qui l'a repris. À Istres, le bureau, il y a eu une attaque, le distributeur a été explosé, le bureau a sauté, le maire a transformé ça en agence postale communale. Mais le bureau, il n'est pas ouvert de la même manière. Les opérations qu'on y fait, ce n'est pas les opérations qu'on fait dans un bureau de poste. La Devimap alerte sur le danger qu'il y aurait à laisser fusionner le FIVA et l'Omniam. Nous étions à la conférence de presse. Ce projet, il est d'origine ministère de la Santé et ministère du Budget. Ils ont demandé à l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et à l'IGF, Inspection Générale des Finances, de voir, de discuter avec les uns et avec les autres pour une possible fusion des deux organismes. Alors aujourd'hui, quand nous, on a été entendus, puisque l'Andeva a été entendu, on n'en revenait pas. Comment peut-on, à un moment donné, fusionner deux entités qui sont complètement différentes? Le FIVA, c'est le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui, financièrement, est alimenté par les cotisations des employeurs, la branche ATMP, et l'Omniam, par contre, est financé par des subventions de l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, c'est 10 000, demain, il n'y a plus rien, et de l'État, et également par les responsables des erreurs médicales, laboratoires, assurances privées, etc., etc. Nous, on dit non, c'est pas possible. Nous, on sent que dans cette fusion, on veut en faire un fourre-tout, parce qu'attention, l'Omniam, il faut voir ce que ça regroupe. L'Omniam, ça, tous les accidents médico-chirurgicaux, nosocomiales, les problèmes de vaccination, de la dépakine, du Mediator, transfert VIH. Aujourd'hui, il y a le Covid. Les pesticides, on parle d'un fonds. On va prendre l'argent où pour les pesticides? Donc, nous, on sent qu'on veut faire un fourre-tout, mais financièrement, l'Omniam, ce qu'on ne dit pas trop sur les ondes quand on en parle, c'est que l'Omniam, la Cour des comptes a suivi, a contrôlé. Sur les comptes 2017, elle a estimé qu'il fallait remettre en redressement cet organisme. Parce que mauvaise gestion des fonds publics, c'est écrit en gros, mauvaise gestion des fonds publics. On dit qu'également, mauvaise gestion des indemnisations. Aujourd'hui, les indemnisations, c'est uniquement sur une période de 4 ans, 5 ans à 10 ans. Alors que nous, le Fonds d'indemnisation des victimes, nous arrivons aujourd'hui à être indemnisés sous 3 semaines à 2 mois au maximum. L'indemnisation des victimes, c'est tout un cadre, tout un tableau qui indemnise plusieurs préjudices. Alors que là, la Cour des comptes dit, pour l'Omniam, très peu de victimes qui déposent plainte sont indemnisées. Donc nous avons écrit également au ministère de la Santé et au ministère des Finances, en lui disant, en leur expliquant, parce que nous, on contredit, on refuse, mais on ne refuse pas pour refuser. On refuse, on est positif, on est constructif. On refuse en disant, voilà tout ce qui ne va pas des deux côtés. Et c'est impossible
de marier deux choses complètement différentes. On a pris rendez-vous avec Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, mais également député du Nord, qui est allé au Luxembourg. Non pas pour aller faire ses courses, il aurait pu, il n'est pas très loin. Donc justement pour aller voir où se planquait l'argent des riches. Parce que le Luxembourg, c'est un paradis fiscal. Et il les a trouvés. Ici, en plein cœur de la place financière de Luxembourg, il y a cet immeuble de quelques étages où siège le groupe Apollo, le fonds d'investissement américain archi connu. Eh bien, au 3e étage, là où il y a ses bureaux et quelques salariés, à droite de l'ascenseur, vous découvrez qu'il y a en réalité 90-92 entreprises qui sont identifiées ici, qui dépendent du groupe Apollo, et ce sont autant d'entités juridiques qui servent tout simplement à faire transiter les dividendes, les rachats de parts sociales, les plus-values boursières des entreprises et des salariés qui travaillent en France, eux, pour du vrai. C'est ça le scandale de l'évasion fiscale. C'est ici que l'organisation de l'évasion fiscale se fait et c'est d'ici que l'argent part aux îles Caïmans, entre autres. C'est d'ici qu'est parti 559 millions d'euros vers les îles Caïmans au bénéfice du groupe Apollo. C'est ça le scandale que nous sommes venus dénoncer ici et pour lequel nous devons tous être unis pour que ça n'arrive plus. On termine avec le coin du livre. On termine avec le coin du livre avec, on vous le disait, on met en avant encore une autre dame, une grande dame, pour nous en tout cas, Muguette Jacquin, qui a été députée, en ancienne ouvrière, qui a été députée en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Donc c'est un livre sur elle, aux éditions Le Reflet du Temps, édition Art, Muguette, une femme, une voix, un combat, entretien avec Muguette Jacquin. Voilà, c'est ce livre à vous procurer et y compris à lire pendant vos vacances. Philippe, c'est la fin. Voilà, Thierry. Oui. Retrouvez-nous sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, et à la semaine prochaine. Et abonnez-vous. Abonnez-vous.